Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance de la première partie du cours de management. Aujourd'hui, nous étudierons les fondements théoriques de l'organisation et la répartition du travail. Notre présentation se déroulera en 4 points. Dans un premier temps, nous allons voir comment les organisations sont conçues. En deuxième, nous allons nous arrêter sur le taylorisme et sa remise en cause. En troisième lieu, nous allons mettre en lumière les nouvelles organisations du travail pour terminer enfin par l'impact des technologies de l'information et de la communication sur l'organisation du travail. D'abord, comment les organisations sont conçues. Il faut savoir que la réalisation des objectifs est une affaire d'organisation. La poursuite de ces objectifs détermine le rôle et la place des salariés dans le processus de leur réalisation. Les modèles organisationnels qui en découlent visent à augmenter l'efficacité du travail. Pour cela, l'organisation est le lien entre la conceptualisation d'un objectif et sa réalisation. C'est la définition des moyens à entreprendre pour matérialiser ou réaliser les tâches nécessaires pour atteindre les objectifs. Le rôle de l'activité organisation est de structurer les ressources disponibles en fonction des buts à atteindre et selon des facteurs rationnels. Alors la question qui se pose, comment s'organiser? S'organiser, c'est d'abord diviser le travail en tâches. Ainsi, en se référant aux étapes du processus de planification, il faut définir et réaliser les activités suivantes. Définir clairement les objectifs, définir ensuite les tâches affectées à chaque objectif, ensuite regrouper les tâches par centre d'intérêt, pour ensuite définir les activités à entreprendre pour réaliser chaque groupe de tâches, après définir le personnel requis et les moyens nécessaires pour exécuter les tâches, ensuite définir les critères d'évaluation de la performance, les dates d'évaluation, pour terminer avec la définition des mesures correctives. La division du travail implique automatiquement la mise en place d'un système de coordination. C'est-à-dire que s'organiser, c'est d'abord diviser le travail, ensuite mettre en place un système de coordination. Pour Henri Mintzberg, plus on est amené à diviser le travail, plus il est nécessaire de concevoir des mécanismes de coordination assurant l'articulation entre ces différentes tâches et personnes. Mintzberg identifie différents modes de coordination. Il y a l'ajustement mutuel, c'est-à-dire que les individus coordonnent leur travail en communiquant de façon informelle les uns avec les autres. Par exemple, un groupe d'étudiants veut organiser un tournoi de foot à la fac. Dans ce cas, chaque membre de l'équipe peut donner son avis et ses idées sur l'organisation du tournoi et participer à la réalisation de toutes les tâches. Il suffit de se retrouver une fois par semaine pour discuter et voir ce qu'il reste à faire pour atteindre l'objectif final. En plus, chacun doit s'ajuster aux idées, aux préférences et aux contraintes des autres. Il y a aussi la supervision directe. Dans ce cas, une personne, en général un cadre, donne des ordres spécifiques aux autres et de cette manière coordonne leur travail dont il est responsable. Par exemple, l'équipe d'étudiants va nommer un professeur à la faculté, c'est à lui de vérifier le travail de chacun et fixer les règles. Il y a la standardisation des procédures du travail, c'est-à-dire que la coordination du travail est assurée par l'imposition de normes et standards qui guident la réalisation des objectifs. Par exemple, l'équipe chargée de l'organisation du tournoi de foot va mettre en place un planning indiquant précisément qui doit faire quoi et quand chaque tâche doit être terminée. Il y a aussi la standardisation des qualifications ou bien des compétences. Dans ce cas, la coordination du travail est assurée par l'acquisition pour les employés d'habilités
et de connaissances spécifiques habituellement avant qu'ils ne commencent le travail. Le plus souvent, la standardisation des qualifications se fait au niveau du recrutement et de la formation interne. Par exemple, chaque étudiant de l'équipe d'organisation du tournoi de foot doit prendre en charge ce qu'il sait faire. Enfin, il y a la standardisation des résultats, c'est-à-dire que la coordination du travail se fait par la mise en place pour chaque département de résultats à obtenir, d'objectifs à atteindre et de mettre en place un système d'évaluation de la performance. Ces résultats sont fixés par le sommet stratégique et les cadres fonctionnels se chargent de les faire exécuter. Par exemple, pour le tournoi, chaque étudiant membre du groupe organisateur va s'occuper d'un objectif à atteindre. Mintzberg relève ainsi que, dans la pratique, chaque organisation intègre plusieurs mécanismes de coordination, mais que dans de nombreux cas, il existe un mode dominant qui constitue le ciment de l'organisation. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi s'organiser? Alors là, pour différentes raisons. Une bonne organisation facilite la réalisation des objectifs grâce à une bonne coordination de toutes les activités. Une bonne organisation réduit le risque des conflits entre les personnes, étant donné que chaque tâche ou groupe de tâches est attribué à une personne particulière. Une bonne organisation élimine les chevauchements et les doubles emplois. Ça permet d'éviter une distribution de travail floue, hasardeuse et désorganisée. Une bonne organisation diminue également la probabilité de s'adresser à la mauvaise personne. C'est ce qu'on appelle en anglais le runaround. Elle facilite les promotions du personnel, étant donné que chaque salarié est bien identifié dans une hiérarchie par rapport aux autres. Elle aide également à une administration juste et équitable des salariés. Une bonne organisation permet également une communication facile et claire, tant que les lignes de communication et les flux de l'autorité sont clairement identifiés. Une bonne organisation fournit une base solide pour une planification efficace. Ceci étant donné que les objectifs sont établis et les responsabilités sont bien identifiées. L'organisation permet d'aller vers la juste voie. Une bonne organisation facilite également la coopération et le sentiment de fierté parmi les membres de l'organisation. Et enfin, une bonne organisation encourage la créativité chez chacun dans son domaine d'expertise. Maintenant, pour assurer une bonne organisation, cela repose sur certains principes. D'abord, la spécialisation du travail. Le but de l'application d'un tel principe est d'accroître l'efficacité. Une tâche trop vaste ou trop complexe pour un seul individu devient plus facilement réalisable en la divisant en groupes de tâches ou selon les spécialités. Il y a aussi l'unité de commandement. Ce principe repose sur la coordination des activités qui est plus facile lorsque chaque personne n'a qu'un seul supérieur. Il y a aussi l'autorité et la responsabilité. Bien qu'autorité et responsabilité soient étroitement liées, ce sont des notions très différentes. L'autorité, c'est la capacité du manager à prendre des décisions et faire en sorte que les subordonnés les acceptent et les exécutent. Responsabilité, c'est le fait de ressentir une obligation et aussi le sens du devoir d'un individu face à l'accomplissement d'une tâche. Et il y a l'étendue du contrôle, ou ce qu'on appelle en anglais span of management ou span of control. Comme il est illustré dans le schéma que vous voyez là, cette expression se réfère au nombre de personnes qu'un manager supervise. Avec ce concept, on cherche à savoir combien de personnes on est en mesure de superviser efficacement. L'organisation du travail trouve ses fondements dans une analyse critique de la situation des hommes au travail. Avant la fin du XIXe siècle, le travail était pénible et ne permettait pas aux hommes d'être pleinement efficaces. Il était donc nécessaire de rechercher des moyens pour permettre à l'homme
de réaliser de manière efficace sa tâche. La solution au problème de l'inefficacité, qui était le plus grand mal du siècle, a été proposée par Frederick Taylor. Ce dernier propose l'application de méthodes scientifiques à l'analyse et l'amélioration de l'organisation des tâches. Elle revient donc à définir de façon très précise la manière dont les tâches doivent être organisées et les rôles que doivent occuper les différents acteurs, ouvriers ou responsables, pour obtenir une productivité optimale. Selon Tyler, il n'existe qu'une seule manière possible d'augmenter la production, c'est le One Best Way. Il s'agit d'une organisation rationnelle du travail dont le stimulant essentiel est de nature financière, qui est le salaire. C'est ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, ou bien l'OST, ou que l'on appelle également Taylorisme. La démarche de Tyler repose sur 5 principes. D'abord, la séparation de l'exécution et du contrôle, c'est-à-dire que l'exécution des tâches, elle sera confiée aux ouvriers, alors que la conception, le contrôle et l'encadrement seront réalisés par la direction. Ensuite, la division du travail, c'est-à-dire que les gammes de production seront décomposées en une multitude de tâches impliquant des gestes simples à accomplir et une exécution globale et rapide. Ensuite, la standardisation, ou bien ce qu'on appelle le chronométrage des tâches. Pour cela, la parcellisation des tâches va permettre de découper chaque opération en gestes simples et de chronométrer le travail. Ensuite, le salaire au rendement qui va inciter les ouvriers à travailler toujours plus et plus vite. Et enfin, un découpage de la structure par grandes fonctions, ou ce qu'on appelle la spécialisation. Dans ce cas, les ouvriers seront spécialisés afin d'accroître l'efficacité et éliminer les pertes de temps. Les propositions de Taylor ont été appliquées industriellement par Ford dans ses usines de construction d'automobiles. Ce dernier va proposer la mise en place de convoyeurs déplaçant automatiquement les produits. À partir du moment où chaque ouvrier est spécialisé sur une tâche particulière, mieux vaut éviter que chacun se déplace dans l'usine et s'organiser de telle manière que ce soit l'automobile en construction qui se déplace d'un ouvrier à l'autre. Ainsi, Ford a eu l'idée du travail à la chaîne. En plus, la cadence du travail est imposée à l'ouvrier par la vitesse de progression du convoyeur. Le principe du lien direct entre le salaire et le rendement est donc remplacé par le principe du salaire au temps travaillé. Dans un souci de limitation du pouvoir de négociation des ouvriers, Ford préconise que l'ouvrier soit spécialisé dans des tâches élémentaires. Chaque ouvrier est affecté à une tâche spécifique, éventuellement serrer le même boulon à longueur de la journée. D'un point de vue économique, l'OST présente plusieurs avantages. Des gains de productivité importants, une production de masse, une création de richesse pour l'entreprise, des créations d'emplois et une augmentation du niveau de vie des ouvriers, permettant d'aboutir à une consommation de masse. D'un point de vue humain, cette méthode a conduit à la démotivation des ouvriers qui ne sont considérés que comme des mains. Ceci a causé des effets néfastes à la production tels que l'absentéisme, des accidents de travail plus fréquents, une forte rotation du personnel et une baisse de la qualité des produits. De plus, les nouvelles aspirations sociétales des travailleurs les poussent à vouloir travailler de façon plus responsable et à être reconnus. En plus, là où la part du travail dans le coût global de production n'est pas prépondérante, les systèmes tayloriens ou fordiens se heurtent à leurs limites. En réponse à l'organisation scientifique du travail et ses inconvénients, il s'est développé un nouveau courant qui mettait l'homme et ses conditions de travail au centre de ses intérêts. C'est ainsi que s'est développée l'école des relations humaines. Pour les chercheurs de cette école tels que Mayo, Maslow, McGregor et autres, la ressource humaine est un enjeu capital dans l'organisation d'une entreprise. Il est impératif de pouvoir maximiser sa rentabilité car c'est en grande partie d'elle que dépend la production. Mais pour pouvoir maximiser cette force de travail, à savoir les salariés, il faut pouvoir les motiver.
Par exemple, Elton Mayo, il constate que la quantité et la qualité du travail réalisé dépendent moins des capacités physiques et de l'environnement immédiat du poste de travail, mais de la cohésion du groupe, de sa motivation et du style de commandement mis en œuvre. De son côté, Abraham Maslow, il considère que la motivation des salariés varie en fonction de la satisfaction de leurs besoins. Lorsque les besoins physiologiques sont satisfaits, les besoins supérieurs, par nature illimités, peuvent constituer des sources permanentes de motivation. Également, pour McGregor, le management des entreprises dépend de deux conceptions de l'homme. Une conception selon la théorie X qui considère que l'homme est paresseux, pour qui le travail est une nécessité. Il n'aime pas les responsabilités, il est individualiste, il n'aime pas les changements, etc. Et une conception selon la théorie Y, pour qui l'homme cherche dans le travail une certaine satisfaction, l'homme cherche donc à améliorer ses résultats, à être responsable, à adhérer aux objectifs de l'entreprise, à être créatif, etc. Pour McGregor, le travail par nature n'est pas forcément désagréable. Les entreprises doivent considérer que l'homme est capable de prendre des initiatives, de se fixer des objectifs et de prendre des responsabilités. Le travail donc peut devenir une source d'accomplissement personnel. Pour Herzberg, il est possible pour un employé d'être à la fois satisfait et insatisfait. Satisfait et insatisfait ne sont pas liés, au contraire. Pour lui, les facteurs d'insatisfaction sont relatifs aux conditions de travail, tandis que les facteurs de satisfaction sont relatifs à l'épanouissement de l'individu dans son travail. Ainsi, pour motiver un salarié, il faut d'abord éliminer les facteurs d'insatisfaction, un salaire bas, des conditions de travail difficiles, une mauvaise ambiance de travail, etc. Et également satisfaire ses besoins d'estime et d'accomplissement. Pour cela, il convient dans l'organisation du travail de procéder à un enrichissement des tâches qui rend le travail plus intéressant et valorisant. Ajoutons à cela une politique de rémunération motivante et des conditions de travail acceptables. Et enfin, Ushi, pour qui l'homme a besoin de s'imposer dans son travail, il faut donc mobiliser le personnel, faire appel à sa créativité, à sa capacité d'innovation et savoir lier intérêt personnel de l'ouvrier et objectifs économiques de l'entreprise. Dès la fin des années 70, de nouveaux modes de production voient le jour, mentionnant le toyotisme, qui s'impose comme une alternative de l'OST, et le modèle de l'entreprise J de Aoki. Ces modèles reposent sur une organisation du travail et de personnes qui s'inspirent des principes de l'école des relations humaines. Ils sont basés sur la rotation des postes pour casser la monotonie due à la spécialisation, sur l'élargissement des tâches pour regrouper les tâches parcellisées, sur la polyvalence des salariés et l'enrichissement des tâches pour augmenter la responsabilité et l'autonomie des salariés et ainsi les motiver et les impliquer davantage, et sur une organisation en îlot, ce qu'on appelle le travail en groupe, pour favoriser la coopération entre individus, la polyvalence et l'apprentissage collectif. Si les nouvelles formes d'organisation du travail ont contribué à valoriser le travail humain en responsabilisant les salariés et en leur accordant plus d'autonomie, elles sont également génératrices de stress pour les salariés lorsque l'implication est trop forte. Également, les gains espérés en termes de rémunération n'ont pas suivi. En plus, la polyvalence associée à une élévation du niveau des qualifications est non seulement synonyme de flexibilité du travail, mais aussi d'instabilité professionnelle et d'exclusion pour les salariés les moins qualifiés. Et enfin, dans le secteur industriel, une grande partie des tâches de production restent répétitives et déqualifiantes du fait de l'automatisation des chaînes. Le secteur des services
n'est pas aussi épargné de la monotonie des activités. Les cadres sont aussi de plus en plus nombreux à souligner la répétitivité de leur travail et le stress associé aux objectifs qui leur sont fixés. Malgré toutes les améliorations apparues à partir de la fin des années 70, le taylorisme n'a jamais totalement disparu et de nombreuses organisations appliquent toujours certains de ces principes de base, tels que les entreprises de restauration rapide, les centres d'appel, etc. On parle donc de neo-taylorisme. Depuis des années, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, tels que les ordinateurs, l'Internet, le téléphone, l'intranet, etc., entraînent une révolution dans l'organisation du travail. Tous les partenaires de l'organisation peuvent être reliés entre eux en temps réel au sein de l'organisation réseau. Les clients participent davantage à la production, les fournisseurs sont informés dès la prise de commande du client, les salariés peuvent travailler chez eux grâce au télétravail, les cadres deviennent de plus en plus nomades en travaillant n'importe où, à leur domicile, dans les transports, les cafés, chez les clients, etc. Et n'importe quand, l'organisation perd donc ses frontières. Elle devient de plus en plus virtuelle et entraîne une réorganisation et un contrôle du travail à distance par l'intermédiaire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les salariés se sentent plus libres et autonomes, mais perdent parfois leurs repères, ce qui peut être générateur de stress. Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis bonne révision et à bientôt.